Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 37 ans, j'ai un enfant, et contrairement à ce qu'on peut attendre d'un speaker TEDx, je suis un putain de loser. C'est vrai, je suis un vrai loser. J'ai commencé ma carrière professionnelle en losant ma première boîte. J'en ai même écrit un bouquin qui s'appelle « Les 100 conseils pour couler sa boîte », qui s'est pas vendu. Je vous ai dit, la lose du début à la fin. Je vais vous épargner les premières années de mon enfance, parce que j'ai fait aussi plein de conneries. On va démarrer directement après ma prépa. J'ai fait 2 ans de prépa en banlieue parisienne, et j'ai eu la chance, truc de ouf, de rentrer à l'EM. J'étais ultra fier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'EM, on a pas mal parlé dans les médias dernièrement. Mais moi j'étais super content de rentrer dans cette école, flatté et ultra motivé. Tellement motivé que j'ai monté un groupe de copains pour candidater pour la gestion du bureau des élèves. En gros, c'est l'association la plus prestigieuse à l'école. On appelle ça, ce groupe de copains, une liste, et les élections, une campagne. On a des épreuves à suivre pour avoir cette association. Et croyez-le ou pas, mais j'ai quand même réussi l'exploit de me faire virer de ma propre liste avant le début de la campagne. Pas mal, le mec. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas kiffé le truc. A priori, j'étais pas assez consensuel et je faisais pas l'unanimité. Ok, j'étais pas tout le temps sympa. J'ai même appelé à voter pour la liste concurrente. Et de là, les quelques amis qui me restaient, ils restaient un peu loin, quoi. Parce que du coup, fallait pas trop s'approcher. Cette aventure m'a fait comprendre un truc. Si je voulais être chef, j'avais qu'à créer ma propre boîte. Au moins, là, je pourrais pas me faire virer. Du coup, en fin de première année à l'école, plutôt que de partir en stage étranger, j'ai créé ma boîte. Une boîte de bijoux pour cheveux, de fabrication, distribution de bijoux pour cheveux, qui s'appelait Lucifer Tintin, créativité 2000%. Et c'est pas le pire. Je connais rien à la coiffure, je vois pas les couleurs, et je porte pas de bijoux pour cheveux. Enfin si, une fois. Une fois, il y a un journaliste qui est venu au bureau du magazine Capital, qui est venu faire un reportage sur les bijoux, et il me demande, Sylvain, tu peux montrer ces bijoux? Et à quoi ça ressemble? Comment ça se met dans les cheveux? Montre-moi. J'avais pas de perruque à proximité, du coup j'ai mis des bijoux dans mes cheveux. Quelques semaines après, Edouard, mon meilleur pote, qui m'appelle, il était chez le dentiste, je crois. Oh, Syl, t'as pas fait ça? T'as fait quoi? T'es en pleine page dans Capital avec des bijoux dans les cheveux. Oh putain, la honte. Alors, coup de bol, c'était en 2005, Internet n'existait pas, ou presque pas, donc il n'y a pas de traces. Enfin, je crois pas. Sauf si on cherche bien. En tout cas, ça s'est pas passé comme je voulais. Et je vais vous éviter toutes les histoires de liquidation judiciaire, de procès, de dettes et de milliers d'erreurs que j'ai pu faire dans cette boîte. Parce que malgré tout, c'était une superbe aventure. Il y a une leçon que j'ai retenue de ça. C'est qu'il ne faut pas aller à contre-courant. Alors, c'est peut-être à contre-courant de dire qu'il ne faut pas aller à contre-courant dans une conférence sur le contre-courant, certes, mais je vais m'expliquer. À l'école, on a tendance à nous dire que quand on lance sa boîte, il faut être un peu à contre-courant pour trouver une innovation de rupture, pour connaître le succès. C'est pas si simple. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire de mon histoire, c'est qu'aller à contre-courant de soi-même, ça garantit clairement pas le succès. Vraiment pas. Enfin, si vous voulez aller au tribunal, vous pouvez essayer, mais ça ne marche pas à chaque fois. Ce qui était cool, c'est que j'ai quand même trouvé du boulot. Je suis allé chercher du travail. Ce qui était moins cool, c'est que j'ai été chercher au 26e étage à la défense de la tour machin, dans le conseil d'un audit, et que ça ne me faisait pas vraiment rêver. Et ma vision d'entrepreneuriat avait quand même énormément évolué depuis le démarrage, et j'ai choisi de me relancer dans un projet. Cette fois-ci, le projet tenait en 2 pages de business plan, et 3 grands principes. 1. Cette fois-ci, je voulais me payer dès le premier jour et au moins 1 500 € net, ce qui n'avait même pas été le cas pendant les 6 ans de l'aventure Lucifer. 2. Je voulais faire un job où je pouvais apprendre tous les jours, où je pouvais m'éclater professionnellement. Et 3. Je voulais être fier de ce que je produisais, je voulais être content d'aller au boulot tous les matins, et je voulais garder un peu de temps pour faire des choses à côté. Mon pote Vincent, qui était investisseur chez Lucifer, avait résumé ça dans les 3 F. Fun, fric et foi. Il m'avait dit, pour qu'une boîte survive, il faut au moins 2 DF.
Il faut s'éclater, gagner de l'argent et ou croire en son projet. Moi, mon but, c'est d'avoir les trois. Et c'est de là que j'ai créé, en 2009, SIDO, une agence d'ingénierie pédagogique. Et honnêtement, TED, pour nous, ça a été un truc super important. Parce qu'il y a une vidéo qui m'a réellement inspiré, alors qui a inspiré tout le monde, parce que c'est la vidéo la plus vue, donc je ne suis pas du tout original, c'est celle de Ken Robinson sur l'éducation. Et ils en ont fait une version où la vidéo est dessinée, comme ça à la main, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Avec SIDO, on a été les premiers en France en 2011 à importer cette technique de vidéo pédagogique dessinée. Alors peut-être que vous avez déjà vu nos productions, parce que c'est SIDO qui produit les vidéos Dessine-moi l'écho, qui sont diffusées sur le monde.fr tous les mois, gratuitement, depuis le 24 février 2012. Un moment assez magique pour nous de voir notre vidéo en une du monde.fr. Néanmoins, pour l'anecdote, j'avais envoyé le projet à l'Éducation nationale en disant on va créer des vidéos avec des experts en économie chaque mois gratuitement, et ça pourrait être un contenu intéressant pour vos enseignants pour aider à la formation de l'économie au lycée ou à l'université. J'ai fait un beau dossier. J'ai reçu une belle lettre qui se résume en 4 phrases, qui est en gros « c'est bien votre truc, mais la vidéo, c'est pas un moyen noble de transmettre des informations complexes. » Cordialement. On est quand même allé à contre-courant. Aujourd'hui, Dessine-moi l'écho, c'est plus de 50 millions de vues dans le monde francophone. C'est référencé dans tous les manuels d'économie, tous les manuels scolaires. Et SIDO compte 18 collaborateurs, a fêté cette année ses 10 ans et a plein de projets de croissance. Sauf que, après 4-5 ans, je me suis un peu ennuyé et je suis parti sur un nouveau projet, Tilki, une solution d'aide à l'efficacité commerciale. Basiquement, on met des trackers invisibles dans les documents qui sont envoyés. Du coup, quand un commercial envoie son offre à un prospect, on lui dit si ça a été lu, quelle page, combien de temps par page, dans quel ordre ça a été transmis à quelqu'un, ce qui l'a intéressé, etc., etc. Et tout ça, c'est légal. En gros, c'est un Big Brother du document. C'est magique. Juste un peu flippant. Voire complètement terrifiant. Je vous l'accorde. Après, moi, c'était dans mon propre courant. Et j'étais à l'aise avec ça. Ça fait 5 ans, on vit une superbe aventure. On est à Lyon et à Londres. On grandit bien et on s'éclate. Et voici ma dernière co-création. Léonie, bientôt 2 ans. Alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns, voire heurter certaines sensibilités. J'ai aussi écrit un business plan, ou une sorte de business plan, avant de concevoir Léonie. Je vous vois là-bas, imaginez la scène. C'est pas cool, c'est dégueu, je suis pas à l'aise, on se calme. Je vais vous expliquer en fait. Le truc c'est que moi, dans mes représentations familiales, déjà je voulais un truc que je voulais pas foirer, c'était ma famille. J'avais foiré plein de trucs jusque-là, mais ça, j'avais pas le droit. Pourtant, entre mes parents, mes copains qui se séparaient alors qu'ils venaient juste d'avoir un enfant, ceux qui passaient leur temps à s'engueuler, ceux qu'on ne voyait plus parce qu'ils faisaient plus le temps de rien, franchement, avoir un gosse, ça faisait pas rêver. Voir moi, ça me terrifiait. Hein. En fait, pour moi, un gosse, c'est ça, et j'en voulais pas. Enfin, non. Pourquoi ? Sauf que ma chérie, elle, c'était oui, et c'était maintenant, ce serait cool. Mais pourquoi ? C'est horrible, un enfant. On a commencé à poser sur le papier notre vision de la famille. On a été jusqu'à rédiger un pacte où on s'est engagé sur nos droits, nos devoirs, nos engagements. En ce qui concerne à peu près tout, l'argent, comment on le dépense, qu'est-ce qu'on va acheter pour notre fille ou pas. Les vacances, est-ce qu'on en prend avec elle, sans elle ? Est-ce qu'on la confie à des gens ? Est-ce qu'on va la faire garder ? Est-ce qu'on va prendre une poussette ? Quel type de poussette ? Est-ce qu'on fait toujours du sport, des soirées, etc., etc. Jusqu'à la baise. Quel est le nombre de baises minimum par mois pour qu'on reste un couple uni ? Oui, je vous garantis qu'on a mis ça dans notre pacte. On a appelé ça le minimum de baises hygiénique. Ah oui, j'en entends certains sourire parce qu'on ne sait pas ce que c'est d'avoir un enfant avant d'avoir un enfant. Ou on ne sait pas ce que c'est d'être parent avant d'être parent. Pourtant, moi, toutes ces peurs, on a réussi à trouver une réponse à 2 qui nous a permis de nous lancer dans la parentalité de façon assez sereine, voire très sereine. Franchement, ça fait 2 ans et c'est une aventure incroyable. Sauf que, comme je suis quelqu'un d'assez égoïste, pour moi, une famille, c'est quand même 3 entités. Enfin, en tout cas, accueillir un enfant, c'est garder 3 entités. Soit, parce qu'il ne faut pas s'oublier, on a des passions, des envies, un job, une vie. C'est son couple. C'est pas parce qu'on a un enfant que le couple doit plus se voir seul, doit plus faire de soirée, doit plus aller au resto, doit plus se parler. Et enfin, la famille. Et clairement, l'enfant va créer un déséquilibre de dingue là-dedans. Et nous, on a essayé d'en parler.
Alors, clairement, le gamin a pris vachement plus d'importance que ce qu'on avait imaginé, mais ça se passe plutôt bien. Et un jour, je suis allé voir mon éditrice, je lui ai raconté cette histoire rapidement, elle m'a dit: Sylvain, t'es complètement barré, mais pourquoi t'as fait ça? Un pacte avant de faire un enfant, mais... Sauf qu'après 10 minutes d'explication, elle m'a dit: en fait, ton projet, c'est dingue, et je suis prête à te payer pour que tu écrives un bouquin là-dessus. Dans ce bouquin, on a mis les 300 questions qu'on s'est posées, qui, autour de nous, ont généré des disputes pour que nous, on se mette d'accord avant la dispute. En fait, c'est toujours plus facile de répondre au sujet tant qu'on dort et tant qu'on baise. Parce qu'une fois qu'on a un enfant, tout ça, on l'oublie. Et du coup, le moindre problème devient tout de suite une grosse dispute. Là, pas très compliqué. Alors oui, ce bouquin est un peu à contre-courant, de contractualiser l'arrivée d'un enfant. Ouais, ça matière parfois de l'antipathie, des gens qui me détestent d'avoir fait ça, voire même des haters. Mais je m'en fous, le bouquin marche, il est dans mon courant à moi. Ça pour dire que je cherche pas à être le vilain petit canard. C'est pas fait exprès. Parce que c'est pas drôle, on se prend des putains de claques et il y a des jours, bah faut se relever et c'est pas évident. En tout cas, moi, si aujourd'hui je suis à contre-courant, c'est peut-être par mes choix, mais c'est clairement pas par choix. Je vous remercie.